Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un endroit extraordinaire. Niché. Au cœur des canyons désertiques et escarpés de la Jordanie moderne, se trouve un lieu d'émerveillement, une ville qui semble être née de la roche elle-même. C'est Petra, la légendaire cité rose. Un nom qui évoque mystère et aventure. Pendant des siècles, elle est restée cachée du monde occidental, un secret gardé par les sables mouvants et les falaises imposantes. Traverser le Siq, une gorge étroite et sinueuse qui sert de grande entrée, est une expérience véritablement magique. Les parois imposantes de grès, peintes dans des teintes de rose, de rouge et d'orange, créent un sentiment d'anticipation. À chaque pas, on a l'impression de voyager dans le temps, laissant le monde moderne loin derrière pour entrer dans un royaume d'esprits anciens et de rois oubliés. L'attrait de Petra réside non seulement dans sa beauté à couper le souffle, mais aussi dans le profond silence qui plane sur ces ruines majestueuses. Quels secrets ces pierres recèlent-elles? Qui étaient les gens qui ont sculpté une métropole entière dans la roche vivante? Leur histoire est celle d'une ingéniosité incroyable, d'une civilisation qui a prospéré dans l'un des environnements les plus inhospitaliers du monde. Les façades, les tombes et les temples de la ville ne sont pas de simples bâtiments, ce sont des pages d'un livre d'histoire écrit dans la pierre, racontant des récits de commerce, de foi et de pouvoir. Petra est plus qu'un site archéologique. C'est un témoignage de la résilience et de la créativité humaine, un lieu où l'histoire respire et murmure ses secrets à ceux qui veulent bien écouter. Imaginez le premier aperçu du trésor, l'emblématique Al-Khaznei, alors qu'il se révèle au bout du Siq. C'est un moment de pur étonnement, une vision qui a captivé les voyageurs pendant des générations. Cette magnifique structure, avec ses colonnes ornées et ses sculptures complexes, n'est que le début des merveilles que Petra recèle. La ville se déploie dans un vaste paysage de tombes monumentales, d'un théâtre de style romain, de rues à colonnades et de hauts lieux de sacrifice, le tout intégré de manière transparente dans le paysage naturel spectaculaire. C'est cette fusion unique de la nature et de l'art humain qui confère à Petra son caractère intemporel et d'un autre monde, en faisant un véritable joyau de notre patrimoine humain commun. Le mystère de Petra est aussi le mystère de ses créateurs, les Nabatéens. Qui étaient ces gens énigmatiques? Comment ont-ils réussi à construire une ville aussi sophistiquée au cœur du désert? Pendant longtemps, leur histoire a été enveloppée de légendes, leurs réalisations presque oubliées. Ils n'ont laissé derrière eux ni grandes chroniques, ni poèmes épiques, seulement leur ville silencieuse et magnifique. Démêler l'histoire de Petra signifie reconstituer des indices à partir de ces monuments de pierre, d'anciennes inscriptions et des récits d'historiens grecs et romains qui les ont rencontrés. C'est une histoire policière historique, une quête pour comprendre comment une tribu nomade est devenue la maîtresse du désert et la créatrice de l'une des réalisations architecturales les plus époustouflantes de l'Antiquité. L'histoire de Petra est inséparable de celle des Nabatéens, un ancien peuple arabe qui a émergé de la péninsule arabique vers le IVe siècle avant Jésus-Christ. Initialement, une tribu nomade de bergers et de commerçants, ils possédaient une connaissance extraordinaire du désert. Ils savaient où trouver de l'eau, comment naviguer sur ce terrain difficile et comment survivre là où d'autres ne le pouvaient pas. Cette connaissance intime de leur environnement est devenue le fondement de leur pouvoir futur. Ils n'étaient pas des conquérants au sens traditionnel du terme. Ils n'ont pas bâti leur empire par la guerre. Au lieu de cela, leur force résidait dans leur sens aigu des affaires et leur capacité à contrôler les routes commerciales vitales qui sillonnaient les paysages arides du Moyen-Orient. Les Nabatéens étaient de brillants marchands. Ils se sont positionnés à un carrefour critique du monde antique, contrôlant les routes caravanières lucratives qui transportaient l'encens et la myrrhe du sud de l'Arabie vers les ports méditerranéens. Ces résines précieuses, utilisées dans les cérémonies religieuses, les parfums et les médicaments, valaient plus que leur poids en or. En offrant un passage sûr, de l'eau et un abri aux caravanes traversant leur territoire, les Nabatéens ont amassé une richesse incroyable. Petra, avec sa position naturellement défensive au sein des montagnes, est devenue leur magnifique capitale et le centre névralgique de ce réseau commercial florissant.
La ville était un centre animé et cosmopolite où les commerçants de Grèce, de Rome, d'Égypte et de Perse se rencontraient et échangeaient des marchandises. Leur succès n'était pas seulement dû à leur contrôle de l'encens et des épices. Les Nabatéens étaient également des maîtres de la diplomatie et de l'adaptation. Ils ont habilement navigué dans le paysage politique complexe des périodes hellénistiques et romaines ultérieures, formant souvent des alliances stratégiques pour protéger leur indépendance et leurs intérêts commerciaux. Ils ont adopté des éléments de la culture grecque et romaine, comme en témoignent leur art et leur architecture, tout en conservant toujours leur identité culturelle unique. Leur société était remarquablement avancée pour son époque, avec des taux d'alphabétisation élevés et un degré d'égalité notable où les femmes pouvaient posséder des biens et occuper des postes d'influence. Ce mélange de tradition et d'ouverture leur a permis de prospérer pendant plusieurs siècles. Cet empire commercial a rendu les Nabatéens incroyablement riches, et ils ont investi leur fortune dans leur capitale. Pétra n'était pas seulement une forteresse ou un comptoir commercial, c'était une déclaration de leur pouvoir et de leur prospérité. Ils ont transformé le paysage des canyons escarpés en une oasis luxuriante, un symbole de leur capacité à dompter le désert. Les tombes élaborées sculptées dans les falaises n'étaient pas seulement des lieux de sépulture pour leurs rois et leurs nobles. C'étaient des démonstrations publiques de statut et de richesse, conçues pour impressionner les visiteurs et les civilisations rivales. Les Nabatéens comprenaient le pouvoir du spectacle, et ils ont utilisé leur génie architectural pour créer une ville qui était à la fois une merveille d'ingénierie et une œuvre d'art. La vie dans le désert est définie par une seule ressource précieuse, l'eau. Le génie des Nabatéens est le plus évident dans leur maîtrise extraordinaire de l'ingénierie hydraulique. Comment ont-ils pu soutenir une ville animée d'une population estimée à 20 000 personnes dans une région qui reçoit très peu de précipitations? La réponse réside dans un système complexe et sophistiqué de barrages, de citernes, de canaux et de tuyaux qu'ils ont créés pour récolter, stocker et distribuer chaque goutte d'eau. Cette infrastructure remarquable témoigne de leur profonde compréhension de leur environnement et de leur incroyable prévoyance. Ils étaient de véritables pionniers de la vie durable, créant une oasis florissante au milieu d'un désert aride. Les Nabatéens étaient experts dans la capture des crues éclairs, qui sont courantes dans les canyons désertiques pendant l'hiver. Au lieu de voir ces torrents d'eau soudains comme une menace, ils les ont vus comme une opportunité. Ils ont construit une série de barrages pour ralentir le débit d'eau et le détourner vers un réseau de canaux creusés directement dans les falaises de grès. Ces canaux, certains ouverts et d'autres recouverts de dalles de pierre pour éviter l'évaporation, serpentaient à travers la ville, alimentant des centaines de vastes citernes souterraines. Ces citernes pouvaient stocker des millions de litres d'eau, assurant un approvisionnement fiable pour les habitants de la ville, leurs jardins et les caravanes de passage pendant les longs mois secs de l'été. Ce système ne servait pas seulement à collecter l'eau de pluie. Les Nabatéens ont également puisé dans les sources voisines, construisant des pipelines en terre cuite qui acheminaient l'eau douce vers le centre-ville sur plusieurs kilomètres. Ces tuyaux d'argile étaient une merveille d'ingénierie, conçus avec des joints qui permettaient un entretien facile et empêchaient les fuites. L'eau était distribuée dans toute la ville, alimentant les fontaines publiques, les bains publics et même les maisons privées. Cette abondance d'eau a transformé Pétra d'un simple établissement désertique en une métropole luxuriante et vibrante, avec des jardins et des piscines qui auraient semblé un miracle aux voyageurs du désert. C'est ce contrôle de l'eau qui a donné à Pétra son avantage stratégique et a soutenu sa prospérité économique. Le système hydraulique de Pétra révèle une société hautement organisée et technologiquement avancée. La planification et la construction d'un tel réseau auraient nécessité des ingénieurs qualifiés, une main-d'œuvre importante et une forte autorité centrale. Cela montre que les Nabatéens étaient plus que de simples commerçants. C'étaient des innovateurs qui ont appliqué des principes scientifiques pour résoudre les défis fondamentaux de leur environnement. Leur capacité à gérer l'eau a non seulement soutenu la vie, mais a également créé de la richesse, car ils pouvaient vendre cette précieuse denrée aux caravanes assoiffées traversant leur domaine. Les canaux silencieux et les citernes vides de Pétra aujourd'hui sont un puissant rappel de cette ingéniosité oubliée. L'architecture de Pétra est absolument unique, une fusion époustouflante de paysages naturels et d'ambitions humaines. Les Nabatéens n'étaient pas seulement des bâtisseurs, ils étaient des sculpteurs à une échelle monumentale.
Au lieu de construire leurs bâtiments les plus importants à partir de pierres taillées, ils les ont sculptés directement dans les falaises de grès vibrantes et multicolores. Cette technique, connue sous le nom d'architecture rupestre, donne à la ville son caractère distinctif et inoubliable. Les façades des tombes et des temples semblent émerger de l'âme même de la montagne, créant un lien puissant et organique entre les structures et leur environnement. C'est un style à la fois grandiose et intime, un témoignage de la vision artistique des Nabatéens. Le plus célèbre de ces chefs-d'œuvre rupestres est, sans aucun doute, Al-Khazneh, ou le Trésor. Sa magnifique façade d'inspiration hellénistique, de près de 40 mètres de haut, est une symphonie de colonnes, de frises et de sculptures, toutes méticuleusement sculptées dans la paroi rocheuse rosâtre. Le but du trésor reste un sujet de débat parmi les historiens. Était-ce un temple, une tombe royale pour un grand roi nabatéen comme Arétas IV, ou peut-être une bibliothèque de textes sacrés? Quelle que fût sa fonction originelle, sa beauté pure et son emplacement spectaculaire au bout du Siq étaient clairement destinés à inspirer l'admiration et à proclamer la richesse et la sophistication du royaume nabatéen à tous ceux qui entraient dans la ville. Au-delà du trésor, la ville révèle une étonnante variété de merveilles architecturales. En s'aventurant plus loin, on découvre des centaines d'autres tombes, chacune avec son propre design unique. Certaines, comme la tombe à l'urne ou la tombe corinthienne, sont massives et ornées, imitant les styles de l'architecture classique. D'autres sont plus simples, avec des motifs distinctifs en escalier de corbeau qui sont une marque de fabrique du design nabatéen. La ville abrite également un vaste théâtre, capable d'accueillir des milliers de spectateurs, qui a été impressionnamment sculpté à flanc de montagne, les façades des tombes servant de toile de fond spectaculaire. Une rue à colonnades, autrefois bordée de boutiques et de bâtiments publics, montre l'influence des Romains après l'annexion du royaume. La vie spirituelle des Nabatéens est également gravée dans le paysage. Haut au-dessus du centre-ville, une montée abrupte mène au haut lieu de sacrifice, un autel à ciel ouvert offrant des vues panoramiques sur les vallées environnantes. Ici, des rituels religieux étaient accomplis pour honorer leur dieu, principalement Dushara, la divinité masculine principale, et sa consort, Al-Uzza. Une autre randonnée ardue mène au magnifique monastère, ou Ad-Deir. Plus grand encore que le trésor, cette structure colossale, dressée contre le ciel, était probablement un temple ou un site de rassemblement religieux. L'alignement de ces sites sacrés avec les événements célestes, tels que le solstice d'hiver, suggère que les Nabatéens possédaient une connaissance sophistiquée de l'astronomie qu'ils ont intégrée dans leurs pratiques religieuses et architecturales. Toute grande civilisation connaît son crépuscule, et l'âge d'or de Pétra ne pouvait durer éternellement. Le début de la fin pour le royaume nabatéen indépendant est survenu en 106 après Jésus-Christ, lorsque le puissant empire romain, sous l'empereur Trajan, a annexé leur territoire. Pétra fut incorporée à la province romaine d'Arabie Pétrée. Initialement, la ville continua de prospérer sous la domination romaine. Les Romains construisirent de nouvelles structures, telles que la rue à colonnades, et améliorèrent l'infrastructure existante. Cependant, cette annexion marqua un changement crucial. Les Romains étaient maîtres des mers, et ils commencèrent à développer de nouvelles routes commerciales maritimes à travers la mer Rouge et l'Égypte, contournant les anciennes routes caravanières du désert qui avaient été la source de la richesse de Pétra. À mesure que le commerce caravanier déclinait lentement, l'importance économique de Pétra diminua également. La ville, qui avait jadis été un centre vital du commerce international, se retrouva de plus en plus isolée à la périphérie du monde romain. Sa richesse et son influence commencèrent à décliner. Puis, la nature elle-même porta un coup dévastateur. En 363 après Jésus-Christ, un tremblement de terre massif frappa la région, causant des destructions généralisées à Pétra. Nombre de ses structures clés furent renversées, et son système vital de gestion de l'eau fut gravement endommagé. Bien que la ville ait été partiellement reconstruite, elle ne retrouva jamais pleinement sa gloire d'antan. Cet événement catastrophique accéléra son déclin, et la population commença à diminuer à mesure que les gens s'éloignaient à la recherche de lieux plus sûrs et plus prospères. La montée du christianisme à l'époque byzantine apporta de nouveaux changements à Pétra. Certaines des tombes et des temples nabatéens furent converties en églises, comme en témoignent les croix sculptées dans les murs de la tombe à l'urne, qui devint la cathédrale de Pétra. Cependant, le déclin démographique et économique de la ville se poursuivit. Au moment des conquêtes arabes, au 7e siècle, Pétra n'était guère plus qu'un arrière-pays provincial, l'ombre de son ancienne grandeur.
Au cours des siècles suivants, elle fut progressivement abandonnée, livrée au vent, au sable et aux tribus bédouines locales qui utilisaient ces grottes et ces tombes comme abri. La grande cité rose s'effaça lentement de la mémoire du monde extérieur. Pendant plus de 1000 ans, Petra fut effectivement une ville perdue. Son emplacement était inconnu des Européens, son nom n'apparaissant que dans des textes anciens, comme un lieu de légende. La magnifique ville, autrefois le foyer de dizaines de milliers d'habitants, tomba dans un profond silence. Ses secrets gardés par le désert impitoyable et les tribus locales qui se méfiaient des étrangers. Les grandes façades furent érodées par le temps. Les rues furent enfouies sous le sable. Et l'histoire des ingénieux nabatéens fut presque complètement oubliée. Le voyage de Petra d'une métropole vibrante à une ville fantôme est un rappel poignant de la fragilité de la civilisation et de la façon dont même les plus grandes réalisations peuvent être reprises par la nature et effacées de l'histoire. Le silence qui avait enveloppé Petra pendant des siècles fut enfin rompu en 1812. Un jeune explorateur suisse, nommé Johann Ludwig Burckhardt, un érudit courageux et brillant parlant couramment l'arabe, voyageait incognito au Moyen-Orient. Il avait entendu des rumeurs locales de ruines fantastiques cachées dans les montagnes près du Wadi Moussa, la vallée de Moïse. Se faisant passer pour un pèlerin musulman désireux de faire un sacrifice au tombeau d'Aaron, que l'on croyait proche, il persuada un guide local de le conduire à travers le canyon secret. Ce qu'il vit ce jour-là allait changer la compréhension du monde de l'histoire ancienne. Il avait redécouvert la ville perdue de Petra. Les journaux de Burckhardt, publiés après sa mort, suscitèrent un immense enthousiasme et une grande curiosité à travers l'Europe. Une vague d'artistes, de poètes et d'aventuriers suivit bientôt ses traces, désireux de témoigner par eux-mêmes des merveilles de la cité rose. Leurs peintures romantiques et leurs descriptions vivantes firent entrer Petra dans l'imaginaire populaire, consolidant sa réputation comme l'un des sites archéologiques les plus mystérieux et les plus beaux du monde. Les tribus bédouines locales, qui avaient été les gardiennes silencieuses de Petra pendant des générations, devinrent progressivement ses guides, partageant leur profonde connaissance du paysage avec l'afflux de visiteurs. Leur histoire est intrinsèquement liée à l'histoire moderne de Petra, un pont entre son passé silencieux et son présent vibrant. Aujourd'hui, Petra est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, attirant des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Les archéologues continuent de découvrir ses secrets, utilisant de nouvelles technologies, comme l'imagerie satellite, pour révéler des structures encore enfouies sous le sable. Nous savons maintenant que la ville visible n'est qu'une petite fraction de ce qui est caché. Ce processus de découverte continue nous rappelle que l'histoire n'est pas un livre fermé. C'est une histoire vivante qui continue de se dérouler. Petra n'est plus une ruine silencieuse. C'est un lieu d'apprentissage, une source d'inspiration et une partie vitale de la vie culturelle et économique de la Jordanie. L'histoire du déclin et de la renaissance de Petra soulève une question profonde. Pourquoi certaines grandes civilisations sont-elles oubliées, tandis que d'autres sont rappelées? Le voyage de Petra du silence à la redécouverte met en lumière la nature fragile de la mémoire. Sans documents écrits, ou lorsqu'une culture est absorbée par une culture plus dominante, son histoire peut facilement s'estomper. Les magnifiques monuments de pierre ont été la clé qui a déverrouillé le passé de Petra, des témoins silencieux qui ont attendu patiemment de raconter leur histoire. L'héritage de Petra est un puissant témoignage du besoin humain de se connecter à notre passé, de comprendre d'où nous venons. Il nous enseigne que même lorsqu'une civilisation se tait, son écho peut résonner à travers le temps, attendant qu'une nouvelle génération écoute et s'assure que son histoire ne soit plus jamais oubliée. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.